Les pilules cliquetaient dans le flacon orange comme de minuscules ossements, chacune me rappelant que ma vie ne m'appartenait plus entièrement. Je les ai tenues à la lumière qui filtrait par la fenêtre de ma cuisine. 30 jours de médicaments dont le prix était plus élevé que le loyer de la plupart des gens. L'ironie ne m'a pas échappé, après avoir passé 40 ans à bâtir l'une des plus grandes entreprises de fourniture médicale de France. Je suis Garance Lambert, 72 ans, PDG à la retraite, veuve d'un homme qui m'a aimée discrètement mais profondément. Mère d'une fille qui ne me rend visite que lorsqu'elle veut quelque chose. J'ai survécu au deuil, aux récessions et aux trahisons. Mais rien ne m'avait préparé au moment où le docteur Harper a dit les mots que j'avais toujours redoutés. Cancer du pancréas, stade 3. 6 mois à 1 an, peut-être plus si le traitement fonctionne bien. Il n'y a pas eu de cri, pas d'effondrement, juste une clarté froide m'envahissant. Une petite voix à l'intérieur a murmuré « Bien, c'est donc ainsi que l'histoire change ». Je n'ai pas pleuré ce jour-là. Je n'ai même pas appelé ma fille, Mathilde. Elle m'aurait posé des questions que je n'étais pas prête à partager et m'aurait offert une inquiétude qui ressemblait plus à de la stratégie qu'à de l'amour. À la place, je suis rentrée chez moi. La maison semblait silencieuse, trop silencieuse. Le genre de silence qui vous donne l'impression d'avoir déjà disparu sans que personne ne s'en aperçoive. Ce ne serait pas une histoire sur la mort, ce serait une histoire sur le choix de vivre avant que quelqu'un d'autre n'essaie de choisir pour moi. Le SMS est arrivé à 14h17. « Salut maman, Étienne et moi pensons passer ce soir, vers 18h. Pas d'émoji, pas de « comment vas-tu ?» J'ai répondu « Bien sûr, à tout à l'heure ». Je n'ai pas demandé pourquoi, je savais déjà. Mathilde et Étienne habitent à 20 minutes. Ils viennent une fois par mois, toujours avec un objectif. Un service à demander, un document à signer, un prêt à obtenir. Ils ne viennent jamais juste pour parler. À 18h01, la sonnette a retenti. Mathilde dans un manteau chic que je lui avais offert. Étienne avec son sourire réservé aux clients fortunés. « Salut maman, dit-elle en m'embrassant à peine. Tu as l'air fatiguée. » Je les ai invités dans le salon, remplis de souvenirs d'un temps où l'amour ne semblait pas si conditionnel. Ils se sont assis sur le canapé comme des invités polis. « On a réfléchi, commença Mathilde d'un ton répété. C'est sans doute trop pour toi de gérer tout ça seule maintenant. La maison, les factures, les soins médicaux. »« J'ai 62 ans, pas 100, dis-je calmement. Étienne s'est penché en avant. « Garance, on veut juste s'assurer que tu es prise en charge. Il est peut-être temps d'envisager d'autres options, comme emménager avec nous ou une maison de retraite. » Ma situation, comme si le cancer était une simple gaffe. « Et la maison, ai-je demandé. Étienne a souri. « Eh bien, elle pourrait se vendre à un très bon prix en ce moment. On s'occuperait de la vente, bien sûr. Je pourrais même gérer la stratégie d'investissement pour maximiser les rendements pour tes soins. » Je les ai regardés. Je n'ai pas vu de l'inquiétude, mais du calcul. Ils n'étaient pas là pour m'aider à vivre. Ils étaient là pour organiser ma sortie. La maison semblait plus froide après leur départ. C'est alors que le téléphone a sonné. La ligne fixe. « Garance ?» La voix était douce, incertaine. « C'est Daniel. Daniel Costa. » Daniel. Je n'avais pas entendu ce nom depuis près de 30 ans. Il était superviseur d'entrepôt dans mon entreprise. Un immigrant portugais, travailleur, avec des yeux qui voyaient plus que je ne voulais l'admettre. Après la mort d'Henri, nous avions eu une relation brève et intense. Il était reparti au Portugal pour s'occuper de sa mère malade. Je ne l'avais jamais revu. « Comment m'as-tu trouvé ?»« Je n'ai jamais cessé de chercher, dit-il. J'ai appris pour ta maladie et pour ta fille. Je suis désolée. Ne le sois pas. Je t'appelle parce que tu as des options, Garance. Tu n'es pas obligée de les laisser écrire la fin de ton histoire. J'habite près de Lisbonne. J'ai des contacts, des amis, des médecins. Si tu veux une vie qui t'appartient, je peux t'aider. Pas par pitié, parce que je tiens toujours à toi.
Ces mots ont atterri doucement, mais avec un poids immense. Daniel n'offrait pas une évasion, il offrait la liberté, la chance de choisir. Le lendemain matin, l'étincelle que Daniel avait allumée était devenue un incendie. Je n'allais pas attendre qu'ils organisent mon déclin. Premièrement, le juridique. J'ai appelé Robert Leclerc, mon avocat, en pleine nuit. Je veux vous voir, ce soir, pour révoquer le mandat de protection de Mathilde, réécrire mon testament et mettre mes actifs à l'abri à l'étranger. Vous êtes sérieuse? Mortellement sérieuse. Nous avons travaillé jusqu'à l'aube. De nouvelles fiducies ont été établies, des comptes ouverts en Suisse et au Portugal, et mon testament a été révisé pour léguer la majorité de ma succession à des fondations. Mathilde ne verrait rien venir. Deuxièmement, la logistique. J'ai réservé un aller simple pour Lisbonne, départ dans 5 jours. Troisièmement, la couverture. Robert et moi avons créé une histoire. Je partais pour un traitement expérimental au Mexique. C'était assez crédible, assez désespéré pour occuper Mathilde. Quatrièmement, la clôture. Cette maison avait été un foyer, puis une cage. Je ne la vendrai pas, pas encore. Laissons Mathilde y entrer un jour et se demander où j'étais partie. Elle penserait que j'avais perdu la tête. Ce qu'elle ne réaliserait pas, c'est que je l'avais enfin retrouvée. L'avion a atterri à Lisbonne. Daniel m'attendait après la douane, tenant une petite pancarte avec mon nom. Son sourire, authentique et chaleureux, me désarmait toujours. Sa maison, notre maison, comme il l'appelait, était une villa blanchie à la chaux avec des volets bleus surplombant l'Atlantique. Le genre de maison dont j'aurais pu rêver, mais que j'avais jugé trop romantique, trop irréalisable. Maintenant, elle semblait méritée. La semaine suivante, j'ai rencontré le docteur Carvalho, l'un des meilleurs oncologues de Lisbonne. L'hôpital était moderne, discret et étonnamment abordable. Le personnel me traitait comme une personne, pas un pronostic. Chaque jour apportait un nouveau rythme. Daniel ne cherchait pas à me réparer. Il me laissait simplement être. Et lentement, je me suis souvenu de ce que c'était que d'exister sans être géré. Au Portugal, je n'étais pas un fardeau, j'étais juste Garance. Et pour la première fois depuis des années, c'était suffisant. 2 semaines plus tard, le passé a frappé à la porte. Robert a appelé. Mathilde a déposé une requête. Elle demande au tribunal de vous déclarer mentalement inapte. Je n'ai pas bronché. Elle prétend que vos décisions financières récentes sont la preuve d'un déclin cognitif. Les transferts, les comptes à l'étranger, elle présente tout cela comme un signe que vous avez été manipulé. Par qui, ai-je demandé calmement. Daniel, probablement. C'est là que j'ai su que ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de pouvoir. Mathilde avait perdu le contrôle et maintenant elle partait en guerre pour le récupérer. Je n'ai pas paniqué, j'ai planifié. J'ai engagé un détective privé. Chaque SMS, chaque appel, chaque suggestion de Mathilde et Étienne, tout a été documenté. J'ai engagé un expert comptable. Au fil des ans, j'avais donné à Mathilde plus d'un demi-million d'euros. Je voulais un rapport complet. Enfin, j'ai appelé un consultant en relations publiques spécialisé dans les cas de maltraitance des personnes âgées. Si Mathilde voulait rendre cela public, j'allais m'assurer qu'elle comprenne le poids de ce choix. 1 semaine plus tard, j'ai appris que Mathilde s'était envolée pour le Portugal. Son enquêteur l'avait menée à une clinique au nord de Porto. Une information que Daniel avait subtilement fuitée. La clinique était réelle, mais c'était aussi un centre psychiatrique de haute sécurité. Mathilde et Étienne se sont présentés, ont exigé de me voir, ont accusé le personnel de mentir, de me cacher. La sécurité a été appelée, puis la police. Mathilde est repartie avec un avertissement formel pour violation de propriété et une note dans son dossier. Comportement instable, très agité, possiblement délirante. Elle voulait me faire déclarer inapte. Elle venait de fournir le meilleur argument en faveur de sa propre instabilité. Elle s'est présentée à ma grille 2 jours plus tard. Mathilde, les yeux gonflés,
Étienne, silencieux, son assurance arrogante envolée. Ils ont regardé la villa, puis moi, comme s'ils n'arrivaient pas à y croire. « Maman, tu as l'air différente. »« Je me sens différente, » ai-je répondu. Dans le salon, l'ambiance n'était pas celle d'une crise, mais d'un sanctuaire. « On était mort d'inquiétude, dit-elle. »« Ça a dû être stressant, dis-je en versant du thé. » Elle a cligné des yeux. « Tu ne sembles pas contrariée. »« Pourquoi le serais-je? Vous êtes venu chercher une femme sans défense, perdue dans sa maladie. Au lieu de ça, vous avez trouvé une mère qui n'a pas besoin d'être sauvée. » Son visage s'est empourpré. « Tu as déplacé de l'argent, tu nous as exclus. »« Je me suis protégée, l'ai-je interrompu. Il y a une différence. » Étienne s'est penché. « Garance, soyons raisonnables. Ce genre de changement, ça soulève des questions. » Quel genre de questions? Celles qui justifient de tenter de prendre le contrôle de mon patrimoine, celles qui transforment mon diagnostic en votre opportunité. Mathilde s'est levée. « On voulait juste t'aider. »« Non, vous vouliez me gérer, dis-je, ma voix stable, comme une fiducie ou un paradis fiscal. Vous n'avez pas demandé ce que je voulais. » Une longue pause, puis j'ai abattu ma dernière carte. J'ai vendu les laboratoires Lambert il y a 3 mois, pour 8 millions d'euros. La bouche de Mathilde s'est ouverte. Et chaque euro, ai-je continué, est sécurisé sur des comptes auxquels vous n'aurez jamais accès. Le testament a changé. Le mandat de protection est révoqué. S'il m'arrive quelque chose, tout ira à des organisations qui aident à protéger les femmes du genre de manipulation que je viens de vivre. Étienne a parlé, presque dans un souffle. « Tu ne peux pas faire ça. » « C'est déjà fait. » La voix de Mathilde s'est brisée. « Mais nous sommes ta famille. » « Non, dis-je doucement. Daniel est ma famille. Mon médecin ici, mon avocat, les gens qui me voient comme un être humain, pas une transaction. Je t'ai élevée avec amour, Mathilde, mais en chemin, tu as appris à valoriser le contrôle plutôt que la connexion. » Elle s'est rassise, silencieuse. Le combat l'avait quittée. « Je ne suis pas en colère, dis-je en me levant, mais j'en ai fini. Fini de faire semblant, fini de trouver des excuses, fini de financer. » Alors que Mathilde sortait, elle s'est retournée, les yeux humides. « Je t'ai aimée, maman. »« Peut-être, dis-je, mais l'amour sans le respect, c'est juste un autre mot pour le contrôle. » J'ai fermé la porte derrière elle, pas avec colère, mais avec certitude. Et le silence n'a jamais semblé si paisible. 6 mois plus tard, je me suis réveillée au son des oiseaux marins. Mon cancer était en rémission. Le docteur Carvalho disait que c'était remarquable. Mais je savais pourquoi. J'avais choisi de vivre, pas seulement biologiquement, mais pleinement. Daniel et moi avons commencé à construire un petit programme pour les voyageurs médicaux, ceux qui cherchent non seulement un traitement, mais aussi la dignité. Je l'ai appelé le Havre de Garance. De retour à Saint-Tropez, les choses étaient moins gracieuses. Mathilde et Étienne avaient divorcé. Entre les frais de justice, l'embarras public et leur réputation brisée, ils étaient devenus des exemples à ne pas suivre. Une lettre de Mathilde est arrivée. Elle ne s'excusait pas. Elle a simplement écrit « Je n'ai pas su qui tu étais vraiment avant que tu ne partes. Peut-être que je n'ai jamais voulu le savoir. » Je n'ai pas répondu. Certains chapitres ne méritent pas de suite. J'ai plié la lettre et je l'ai placée dans une boîte marquée « Leçon ». Puis je suis retournée dans le jardin. Daniel et moi, nous sommes assis ensemble sur la terrasse alors que le soleil se levait, projetant sa lumière sur la mer, sur nos mains entrelacées, sur une vie non pas volée, mais reconquise. Certaines histoires se terminent par le pardon. La mienne n'en avait pas besoin. Elle s'est terminée par la liberté.